Découvrons la face cachée d'un métier, où la passion révèle la mission. Partons à la rencontre des acteurs du métier de la coiffure. Avec eux, je démêle les chemins de chacun, leurs ambitions, leurs valeurs, leurs réussites, mais leurs doutes aussi. Mon but ? Mettre en lumière l'humanité du plus beau des métiers. Bonsoir Lucie, bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Je suis très heureuse de t'accueillir ce soir. C'est une grande première, une première en Zoom. Nous sommes en connexion directe avec New York et avec Lucie Letts. Donc, c'est comme ça que tu te prénommes. Donc, je vais te demander de te présenter en 2 mots. Tu es coiffeuse française et depuis peu, je crois, tu travailles à New York. Voilà, est-ce que tu peux nous dire, bon, nous sommes en confinement, nous ici en France, et toi, du coup, je ne sais pas du tout comment ça se passe à New York, mais en tous les cas, on a trouvé une petite stratégie pour quand même arriver à discuter. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation, tout d'abord. Avec grand plaisir, Ève, bonsoir. Merci encore de m'inviter pour ton émission. Eh bien, écoute, nous, à New York, nous sommes dans une situation de retour. Donc, pour l'instant, les choses commencent à réouvrir dans l'ensemble. Le salon, pour moi, je travaille. On n'a pas eu d'arrêt depuis la reprise qui a été du coup fin juillet dernier. Donc, depuis fin juillet dernier, la beauté fonctionne. Donc, vous êtes considérés comme essentiels. On est essentiels. Les coiffeurs, nous sommes essentiels. OK. Donc, on va préciser qu'on ne se connaît pas. C'est vraiment une première. Je vais te découvrir entièrement. Donc, je suis allée parcourir un petit peu ton site Internet pour rentrer assez vite dans le vif du sujet. Donc, j'ai vu que tu as fait des formations avec quand même des gens de renommée. Donc, j'ai vu Alexandre de Paris. J'ai vu que tu as travaillé pour Frédéric Fekkai. Qui aux États-Unis, je ne sais pas si nous en France tout le monde va le connaître, mais aux États-Unis c'est quand même un grand nom. Voilà, j'ai vu que tu as également travaillé pour Canal+, pour un film qui a été produit également pour Luc Besson de mémoire. Est-ce que tu peux nous en dire plus, la coiffure, pourquoi? C'est toujours ma première question, c'est Lucie, donc Lucie Letts, hein, c'est ça? Tout à fait. Voilà, la coiffure, pourquoi pour toi? Alors, la coiffure, pourquoi? La coiffure, parce que c'est un rêve d'enfant. Depuis toute petite, j'ai décidé de devenir coiffeuse et maquilleuse. Et j'avais bien précisé à mes parents, dès mon plus jeune âge, le fait que je voulais me spécialiser dans le monde des studios. Alors, à l'époque, je disais, je veux travailler pour la télé, pour la mode. Alors, ils se disaient, oulala, oulala. Eh bien, en fait, j'ai juste tout fait avec ma volonté et ma détermination pour réaliser mes rêves, donc de travailler en studio. C'est pas arrivé comme ça en un jour. D'abord, il y a eu tout un apprentissage à Bordeaux, de là où je viens, chez Jacques Desange, et aussi Tony Ngaï. Donc, j'ai été formée vraiment aux techniques françaises avec Desange et les techniques anglaises avec Tony Ngaï. Donc, Tony Ngaï à Paris, en France ou à Londres? À Bordeaux. À Bordeaux, ok, oui. D'accord. À l'époque où, bien sûr, donc il y a 18 ans en arrière, où Tony Ngaï, c'était l'effervescence. On venait juste d'avoir les premiers salons, c'était le top, les techniques, tout le monde était fan. Et donc, j'ai eu l'opportunité de travailler pour eux et d'être formée dans cette académie de technique anglaise. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous préciser quel âge tu as aujourd'hui? Comme ça, on peut donc, j'ai actuellement 33 ans. J'ai commencé quand j'avais 15 ans. D'accord, ok. Donc, tu as subi, oh là là, est-ce que tu as fait un apprentissage classique ou tu as tout de suite été dans un salon un peu particulier comme Tony Ngaï ou Desange? Comment ça s'est passé ton apprentissage d'abord? Premièrement, est-ce que tes parents étaient d'accord avec cette voie? Oui, ils ont été d'accord et ils m'ont soutenue depuis le départ. Donc, ils ont été. Ça, c'est une belle chose car c'est difficile quand on doit
avoir tout faire pour avoir nos parents de notre côté, hein, pour nous soutenir. Donc, tout de suite, ils ont été avec moi, m'ont soutenue Ok, pour cette démarche d'apprentissage, de trouver donc salon. Donc, à ok, l'époque, j'ai fait mon CAP en apprentissage chez Jacques Desange à Bordeaux. d'accord. Et j'ai ensuite fait ma mention complémentaire. C'était l'époque où il y avait encore des mentions complémentaires. La C'était mention, bien d'ailleurs, c'était c'était bien. génial. Je suis Ouais. ravie de l'avoir fait Mhm. parce que c'est quand même un plus de savoir sur l'histoire. J'ai fait cette option de styliste visagiste qui nous apprend davantage les chignons, l'histoire de la coiffure, tout plus dans le détail en Ok, termes de stylisme. ok, Et ça, du coup, je l'ai effectué quand j'étais chez Tony Guy. d'accord. Très bien. Donc Voilà, c'est pas vraiment classique, hein. Tu as choisi tout de suite une belle maison et puis tu as poursuivi avec une maison plus stylée ensuite. C'est-à-dire, exactement. t'as pas fait un apprentissage qu'on dirait dans un petit salon de quartier au départ et puis ensuite tu aurais évolué comme ça. Non, toi, tu es allé direct de Sange et Tous les ensuite grands Tony noms. Guy. Tous les grands noms. Donc tu Exactement. savais déjà que pour aller vers le studio, il te fallait ça ou on te l'a appris, tu l'as découvert comment ça? Alors, j'étais abonnée depuis le début, hein, passionnée de coiffure. J'étais abonnée à Coiffure de Paris, Biblon, tous ces magazines. Et puis, étant Alors, il faut en citer passionnée, trois. Il faut en citer trois, il en manque un. alors, Coiffure de Paris, L'éclaireur, Et l'éclaireur, ok, on est bon. Vas-y, c'était mes trois continue. magazines. Donc, que Ok, je recevais à Paris et que je continue de suivre maintenant depuis New York sur les réseaux sociaux grâce à Instagram, ce qui est d'accord. génial. J'ai commencé par un CAP. CAP, Et mention donc voilà, j'ai complémentaire. choisi toutes ces grandes maisons pour passer mon CAP, ma mention et mon BP, car je savais depuis mon plus jeune âge le fait que je voulais me spécialiser dans le monde des studios, je voulais pouvoir travailler pour la télé, pour le cinéma, pour la mode. Donc pour me donner le plus de chance, je me suis dit, il faut viser les grandes maisons et y faire un moment pour pouvoir assimiler les fondations avec une certaine structure, une certaine éthique de travail Ok, à un certain niveau qui me permettrait d'avoir des portes ouvertes. ok. À cette période-là, il y avait encore des assistantes, des brocheuses, je crois, hein, des coloristes, des permanentistes, des coupeurs. Est-ce que toi, tu as fait comme ça successivement différentes formations ou est-ce que tu t'es spécialisé directement dans une voie plutôt que dans une autre? Alors, je ne me suis pas spécialisée parce que j'étais vraiment passionnée par toutes les options que nous avons dans le métier et le désir de vouloir tout apprendre, tout connaître et tout maîtriser pour pouvoir proposer des services et l'accès à la beauté pour tout type de personnes, tout type de demande et tout type de cheveux. D'accord. J'ai vu que tu es spécialisée, je ne suis pas sûre, hein, dans les cheveux afro, les coiffures afro. Oui, non, tu as tout à fait raison. J'ai eu l'occasion de travailler à l'époque pour Absatoussi, qui a créé son premier concept Ethnicia. J'étais l'une des premières coiffeuses de son équipe, hein, de ses salons qu'elle avait créés. Donc, on était celui qui était près des Champs-Élysées et l'autre aussi sur la Défense. Et où donc j'ai appris et puis j'ai pu enseigner par la suite les techniques pour travailler sur un cheveu afro naturel ou défrisé, donc sous tous ses aspects, toutes ses formes. Alors, il faut préciser qu'Absatoussi, que je connais, en fait, c'était un concept complètement novateur parce qu'il n'y avait pas de coiffeur spécialisé pour cheveux afro à l'époque. Et donc, elle en a ouvert d'une façon plus classique dans des endroits assez luxueux, alors qu'auparavant, ils étaient ouverts que dans des endroits un petit peu dans le 10e arrondissement de Paris ou des choses pas très luxueuses. Et elle en a fait son cheval de bataille et son créneau, c'était ça. C'était vraiment que tout le monde puisse avoir accès à une coiffure de luxe, qu'on ait des cheveux afro ou pas. Donc ça, Exactement. comme tout le monde ne connaît pas forcément son parcours, donc toi, donc ça fait une école de plus. Ensuite, j'ai Tout lu à fait. que tu as été formée par Alexandre de Paris. Du coup, c'est avant, c'est après, à quel moment? C'est dans la continuité de ma formation. Mais je tiens à préciser pour Absatou qu'elle a vraiment créé un concept novateur à une période où il y avait un besoin. Et j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme qui a créé ce concept qui rassemblait tout le monde tous ensemble, à une époque où les salons étaient très communautarisés.
C'est Donc vrai. vraiment, elle a ramené tout le monde tous ensemble et son positionnement, c'était vraiment d'apprendre, voilà, tout le monde doit coiffer tout type de cheveux, doit tout connaître et donc on va enseigner et transmettre pour donner accès à tout le monde. Et c'était vraiment quelque chose dans ma carrière qui m'a donné une autre touche à ma formation, à ma vision du métier et que j'ai continué de suivre par la suite. Oui, Et parce après, que d'ailleurs, tout à l'heure, tu nous disais où est-ce que tu habites aujourd'hui à New York? Le quartier, qu'est-ce que c'est? donc j'habite sur Manhattan, exactement dans le quartier de Harlem. Voilà. Donc, c'est En bien. direct, Ça aussi, c'est comme la coiffure. C'est un quartier qui se mixe, je crois. Enfin, tout à il y a fait. une mixité qui est un petit peu plus. Bah, tout bouge. Donc, la coiffure suit logiquement nos mouvements de vie. Donc, c'est super. Du coup, bah, si tu veux nous dire la suite, comment tu arrives après à coiffer pour du studio? Comment est-ce que tu arrives au make-up? Parce que je sais que tu es également formée en maquillage. Donc, là, on a un panel effectivement que peu de coiffeuses ont. Donc, moi, je te laisse expliquer. C'est également pour le grand public, hein, l'émission Les cheveux dans les yeux ou pour des jeunes qui ne sauraient pas quelle voie choisir, qui hésiteraient un petit peu. Donc, d'expliquer vraiment pas qu'aux coiffeurs. Hein. Donc, je te laisse dire ce qui te passe Bien par sûr. la tête à ce sujet-là. Ok, génial. Et donc, pour reprendre, comme tu disais, voilà, par rapport à Alexandre de Paris, Alexandre de Paris, en fait, j'ai réalisé que dans nos métiers, il fallait se réactualiser et c'est un apprentissage en continu. C'est pour cela qu'à l'époque que je travaillais pour Absatou, je travaillais également, à l'époque où je travaillais pour Absatou, je travaillais également, c'était mes débuts à Canal+. Mes débuts à Canal+, où j'ai commencé pour travailler pour la matinale qui était présentée par Ariane Massenet. Mais Travailler comment au est-ce que tu télévision. fais pour arriver à travailler pour des jeunes qui nous regarderaient, qui rêvent de ça? Comment tu fais pour arriver à coiffer pour la matinale sur Canal+? Comment tu fais? Alors, ça a été beaucoup de détermination. J'ai commencé, avant d'arriver à Canal+, à travailler pour des agences. À l'époque, ça s'appelait Perle Intérim. Alors, je salue Mariam, qui était la personne qui était ma bookeuse, si je puis dire. Donc, qui m'envoyait faire des missions pour Franck Provo, donc dans différents salons du groupe Provo, et également qui m'a fait commencer mes premiers studios pour le loto, le keno et toutes les émissions de jeux. Et par la suite, D'accord. France 24. Donc, c'était les premiers studios que j'ai fait où je coiffais journalistes, présentateurs, spécialistes et différents types de Donc, personnes. donc, en étant coiffeuse intérimaire, c'est ça? C'est en fait commencé par des missions d'intérim qui se sont en fait parce qu'elles voulaient d'abord évaluer ma ténacité dans le métier. On n'arrive pas en studio comme ça. D'abord, on est testé par ces missions d'intérim pour ensuite avoir des missions studio. Donc après, à un certain moment, elle m'a dit, tu es prête et donc je te fais confiance, je peux te donner des missions plus poussées. Et j'ai D'accord. commencé mes premiers studios et j'ai arrêté l'intérim classique, si je puis dire. Et donc, après, tu as continué que en studio ou tu as gardé du salon à côté? Alors, il y a eu un moment où je faisais les deux, justement, cette période où je travaillais pour Absatou, je travaillais déjà en studio, mais c'était mes débuts. Donc, ce n'était pas encore du sur tous les jours. Donc, j'avais besoin d'avoir une base, hein, si je puis dire, hein, une base de travail où je savais que j'allais avoir un salaire régulier parce que quand on devient freelance, c'est un petit peu aléatoire, ce qu'il faut Moi, c'est savoir. ça que j'explique toujours. Hein, c'est attention, là, par rapport au confinement qu'on est en train de vivre, les coiffeuses bah, freelanceuses sont un peu, voilà, c'est un peu compliqué là en ce moment. Hein. Il doit y avoir un impact. Et je suis d'accord, Et tout à oui, fait parce qu'il y d'accord. a plus de, il y a plus de spectacles, il y a plus, tout est arrêté. Du coup, c'est vrai que des fois, c'est bien de se garder une base un peu en salon pour assurer un peu ses arrières. Alors voilà, toi, Exactement. tu as fait ça au départ et puis après, tu n'as plus fait que du studio. Exactement. Et après un certain niveau, donc me formant, continuant de me formant, Alexandre de Paris, j'ai fait différentes formations, les coiffures de mariée, j'ai fait une autre formation sur l'écran, une formation sur les textures, comment créer un cheveu court ou un cheveu long, un cheveu long, un cheveu court, pour comment pouvoir avoir un... Mon but, c'était d'avoir une certaine connaissance à un niveau très élevé qui me permette de pouvoir accepter tout type de projet. Ce qui OK. m'a amené d'ailleurs par la suite au cinéma, la télé, la mode, avoir un pied partout, mais toujours en me formant, me formant. Et par la suite, réalisant que notre métier, de plus en plus, on nous demandait de faire, d'avoir le maximum de talent, hein, quelque part, et que j'étais très intéressée par le maquillage,
j'ai décidé de me former au maquillage avec Make Up Forever et j'ai donc fait 2 formations, une pour les maquillages occidentaux et une pour les maquillages orientaux. Ok. Mais tout ça, tu payes tes formations toi-même alors? Alors, tout ça, je paye certaines de mes formations et certaines autres à l'époque, et d'ailleurs, ça continue toujours, on avait ce compte personnel de formation, donc Oui. cumul des heures, qui nous permettait, donc tous les ans, je profitais de ce budget pour me former, pour actualiser mes connaissances, découvrir d'autres techniques, approfondir, toujours dans l'objectif d'avoir un plus à mon résumé, à mon CV, pardon, et pour avoir le plus d'opportunités qui Mais c'est soient. pas tout le monde qui sait qu'il y a un compte de formation personnelle. Je ne sais pas qui est-ce qui t'avait informé de ça, mais c'était Bien déjà sûr, bien parce que très curieuse. En fait, je suis de personnalité très, très curieuse. J'ai toujours un besoin personnel d'accomplir le maximum de choses. Et en fait, tout simplement en me renseignant sur nos droits en tant qu'intermittent du spectacle. À l'époque, j'étais donc intermittente. oui, Et puis pas que intermittent, même en étant employé d'un salon ou d'un théâtre ou autre, on peut aussi avoir accès à ce compte personnel de formation qui permet de s'actualiser. J'ai même fait une formation pour les perruques. J'ai vraiment essayé d'expérimenter et d'avoir le maximum, le maximum. J'en oublie l'expression française, je parle trop anglais. in English if you want. So, I don't know this expression in English, but il me semble qu'en français, on dit voilà le maximum d'arc, de corde à son arc. De Ouais, corde à son parce arc. qu'il faut préciser ça hein, pour les gens qui regardent, c'est que la coiffure est un métier qui ne cesse d'évoluer et nous autres coiffeurs, nous devons évoluer en permanence avec notre métier. Et pour ça, il y a la formation continue, enfin, il y a des organismes de formation qui proposent. Donc après, effectivement, en se renseignant, on peut décider de se former. Il y a des coiffeurs qui restent en salon et qui toute une vie ne bougent pas, restent plan-plan, pépères et font toutes les semaines les mêmes choses. Et puis, il y a d'autres coiffeurs, coiffeuses comme toi qui décident de se former régulièrement, que ce soit l'employeur ou non qui le décide pour eux. Et donc, à ce moment-là, c'est pris en charge de temps en temps par des organismes ou des comptes personnels. Donc, ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Donc, tu as découvert le maquillage qui t'a donc servi ensuite dans tes actions de coiffeuse studio, c'est ça? Et oui, parce que le fait de devenir donc maquilleuse officiellement diplômée par Make Up Forever m'a donné les opportunités de travailler sur des projets. J'ai fait un projet pour Arte, c'était un court métrage où j'ai eu l'opportunité d'être chef coiffeuse maquilleuse et donc d'être en charge de tous les acteurs et actrices de ce court métrage qui s'appelait D'accord. Philip and I. Donc, c'est un tournage qui a été réalisé avec des acteurs américains, un tournage qui a été réalisé en anglais. On a tourné à Étretat, en Normandie, sur Paris, dans différents lieux. Et D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie de te demander à quel moment tu apprends l'anglais, hein, parce qu'il y a très, très peu de Français qui parlent l'anglais. Donc, il oui, eh faudra que bien tu nous dises aussi. justement, merci Eve de demander parce que je pense que c'est important et que nous devrions être plus nombreux à parler anglais dans nos domaines. Eh bien, en fait, j'ai profité du compte personnel de formation où j'ai fait une demande tous les ans, voilà, allez, qu'est-ce que je vais apprendre, qu'est-ce que je vais faire de plus pour mettre ma carrière et puis voilà mon, mes opportunités plus grandes. Et donc, c'était probablement, je dirais, pardon, en 2011, 2012, où j'ai donc fait une demande pour faire une formation d'anglais en Angleterre, dans cette école internationale qui s'appelle Saint-Gilles. Et par le biais donc de l'AFDAS, hein, c'était l'organisme donc du coup qui se prenait en charge les intermittents du spectacle. Et ça a été accepté. Et je suis partie pendant 2 mois apprendre l'anglais. Donc tous les matins j'étais à l'école et les après-midi je visitais Londres et partageais des moments avec des personnes anglaises ou internationales. Et de cette manière, j'ai commencé mon introduction. C'est une introduction à la langue anglaise parce que je ne peux pas dire qu'on devient bilingue en 2 mois, mais cela vous donne quand même des bases fondamentales qui permettent de pouvoir communiquer, notamment à Paris, travaillant pour aussi les agences comme l'agence 07 et pour les Fashion Week, travaillant dans Alors, le c'est monde. marrant parce que l'agence 007, j'ai fait beaucoup de séminaires avec eux. Donc, je les connais bien. Bon, là, en ce moment, les pauvres, ils sont à l'arrêt. Hein. Enfin, je les plains. Mais effectivement, OK. Donc, tu as commencé
comme ça en faisant des événements où il fallait parler l'anglais, en fait. J'ai senti le besoin de me perfectionner, d'avoir vraiment un niveau qui me permette d'exceller dans le métier parce que la langue peut créer une barrière très vite. Quand on commence à travailler surtout dans la mode et pour le cinéma, pour la télé, on a des invités anglophones ou autres, c'est une barrière. Donc, j'ai décidé de faire ce qu'il fallait pour ne pas avoir cette barrière. Et petite histoire pour l'agence 07, oui. J'ai commencé dans les tout débuts où Muriel et Fred ont créé leur agence. Je faisais partie de leur première équipe de coiffeurs. D'accord, ok. Donc, il y a vraiment vu la montée de l'agence et des opportunités, des projets, des occasions, des mariages réalisés dans les châteaux autour de Paris, de tous ces événements dans les grands hôtels de Paris. J'ai eu l'occasion de vivre la fermeture du Ritz, où Muriel m'avait nommée coiffeuse du salon pendant ces 2-3 derniers mois avant la fermeture. Donc, responsable du salon, coiffant des princesses, la princesse de Jordanie, des princesses saoudiennes. Oui, donc là, il faut un gros niveau. Je ne sais pas si toi, tu as des images de, comment dire, soit de shows. Je ne sais pas d'ailleurs si tu as fait des shows de coiffure ou toi, tu es plus spécialisé sur des événements où on ne peut pas forcément ramener d'images, je crois, parce que sinon, des fois, on les intègre dans les vidéos. Donc, si tu en avais, tu n'hésites pas à nous le dire. Avec plaisir. OK, donc voilà. J'ai pas donc vraiment fait de show de coiffure en termes de création, mais j'ai fait beaucoup de shooting photos, d'éditorial, où j'ai créé beaucoup de différents visuels avec des photographes, avec des agences pour des événements particuliers. En termes de show, j'ai fait des shows de coiffure, mais plus en termes de formation et d'éducation pour une marque qui s'appelait Natura Kératine, où j'ai été aussi à l'époque ambassadrice de la marque et formatrice. Et j'allais en Belgique, au Luxembourg et dans différentes parties de la France pour former les coiffeurs à la kératine, donc le lissage brésilien, en 2010, les débuts de la kératine. Ah oui, les débuts, oui, les tout débuts. Ok, donc tu as changé la vie de pas mal de coiffeurs et de pas mal de femmes à travers ces formations. Voilà. Et alors, je voulais te demander si quand tu as pris les cours d'anglais, tu avais déjà dans la tête, est-ce que tu as eu des stratégies, toi? Est-ce que tu as eu une stratégie, est-ce que tu avais, en ayant un objectif de travailler pour des agences, est-ce que tu avais mis en place comme ça des étapes que tu voulais valider pour ensuite aller vivre aux États-Unis, là où tu es aujourd'hui, ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé après? Alors non, honnêtement, Ève, j'ai ce rêve depuis que je suis adolescente où j'ai donc dit à mes parents, alors voilà, j'étais à l'époque où j'étais apprentie chez De Sange, et je leur ai dit un jour, voilà, j'envisage après mon apprentissage de quitter Bordeaux, aller sur Paris, réaliser mon rêve de coiffeuse studio, et ensuite aller partir aux États-Unis et travailler pour un très grand salon. Et je me rappelle que mon père a dit, bon, maintenant il faut se réveiller, là, c'est un petit peu trop gros quand même tout ça. Et la vie n'est pas un rêve. Hein. La vie n'est pas un rêve, mais si l'on veut, avec la détermination, le courage et beaucoup, beaucoup, beaucoup de persévérance. Et si l'on est coiffeur, hein, moi je suis désolée, la coiffure, c'est un métier qu'on peut pratiquer partout dans le monde. Ça, faut le dire, le redire, le re-redire. Et de plein de manières différentes. On peut travailler en salon, on peut travailler pour le cinéma, pour les studios, dans les bateaux. On peut faire de l'éducation, on peut être prof, on peut se spécialiser dans les perruques. C'est un métier. Oui, dans les hôpitaux, oui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de manières d'être coiffeur dans différents endroits et avec différentes spécialités. Ok, donc toi, tu n'avais pas de stratégie, hein, pour en revenir à la question précédente. Tu avais juste envie d'aller loin. Donc, tu avais dit à tes parents qu'ensuite, tu voulais, voilà, être coiffeuse studio, tout ça, et on t'a un petit peu freiné On m'a freiné, mes parents m'ont freiné par rapport à ça parce qu'ils se sont dit elle est complètement inconsciente, elle est aussi beaucoup trop jeune. On va la perdre. On va la perdre, c'est exactement ça. Alors que j'étais très consciente et puis les pieds sur terre en me disant que c'est quelque chose que je souhaite et que je ferai tout pour que j'y arrive. Les portes n'ont pas été ouvertes d'un coup comme ça, hein, même à Paris dans mes débuts quand je suis arrivée en allant enfonçant les portes de toutes les agences pour dire je veux travailler en tant que coiffeur studio. On m'a dit d'abord, on va vous tester, on va voir votre niveau, à combien vous allez être persévérante, et puis les choses arriveront en son temps. Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans une génération où tout doit se produire maintenant.
dans l'instantanéité du je veux être coiffeur, je vais être coiffeuse en, allez, 2 ans. On est bien OK de dire à toutes ces personnes-là que la coiffure, c'est pas en 2 ans hein, qu'on arrive à ton niveau. Hein. Non, exactement. C'est des années et des années d'apprentissage, d'expérience, de vécu qui nous permettent d'arriver après à réaliser nos rêves et être à une certaine position après un certain temps. Mais rien n'arrive comme ça. Bien qu'on le veuille ou qu'on le croive, non. C'est En fait, beaucoup c'est de travail et beaucoup de persévérance. Et du coup, comment tu arrives chez Frédéric Fécaille alors? Alors justement, la petite histoire. Donc, à l'époque, quand j'étais adolescente, on en revient à ce moment où j'ai dit à mes parents que j'envisageais de quitter Bordeaux pour aller à Paris et de Paris venir à New York. J'ai vu un reportage sur 7 à 8 sur Frédéric Fécaille. On a Et dû voir le même, hein, en je plus. pense, je pense, oui, Hein. tout à fait. Et son succès fulgurant aux États-Unis, il faut quand même rappeler qu'il n'est pas connu en France, comme tu disais, Eve, mais il est très célèbre aux États-Unis. Sa carrière et son succès, et il n'y a personne qui l'égale. Il est à un niveau, au top niveau. D'ailleurs, je pense qu'il est en termes de succès, il a quelque chose de plus. Il est le plus successful de tous les coiffeurs, je pense, en tant que le français, le plus successful dans le monde entier, en termes de son concept qu'il a créé. C'est avec ses produits, sa marque, son label, la qualité des services. C'est un peu du niveau de Paul Mitchell à un moment donné. En France, par exemple, on ne connaît pas Paul Mitchell, mais pareil, hein, c'est des produits qui cartonnaient. Je pense qu'ils ont été un peu côte-côte à un moment donné en termes Donc toi, tu as assisté à ça, en fait. Exactement. Et le fait d'avoir vu que donc Fécaille ayant été formé chez Jacques Desange, c'est ce qui m'a amené à ma formation chez Desange en me disant, ah, je veux avoir un futur excellent, je veux pouvoir exceller avec les meilleurs, je dois aller dans des grosses compagnies, des grosses entreprises, pardon, qui me permettront d'avoir le plus d'opportunités. Et donc son histoire m'a révélé quelque chose. Son histoire à lui m'a donné envie de me dire un jour, je travaillerai pour lui. Et j'ai tout fait pour que ça arrive. D'accord. Donc, tu as envoyé un CV, comment tu as fait? Alors non, pas du tout. En réalisant mon premier voyage à New York en tant que touriste et en découvrant la ville, en découvrant l'effervescence de New York, les opportunités qui sont encore plus grandes que ce que nous avons à Paris, en France, parce que nous savons que chez nous, les choses prennent plus de temps et sont un petit peu plus gelées. Les Américains aiment le risque et les choses peuvent aller très vite quand on le souhaite. Donc, j'ai tout simplement été enfoncer la porte de chez Fécaille et Julien Farel et tous les coiffeurs les plus successful de New York. J'avais fait une liste, je me suis présentée, j'ai demandé un rendez-vous avec le directeur artistique. On m'a demandé si j'avais rendez-vous, j'ai dit non, mais je voulais le voir tout de suite. Et il m'a reçu. Et en fait, étant donné que j'ai eu la chance au Jeu 5 à Paris de travailler avec un coiffeur très connu qui a travaillé à Fécaille des années en arrière, donc j'avais donc une recommandation, un nom à donner. Et on D'accord. m'a tout pris au sérieux en disant que je connaissais ce coiffeur. Et on m'a donc testé. J'ai réalisé une démonstration sur 3 modèles, 3 différentes beautés, 3 différents types de cheveux. J'ai réalisé 3 différentes looks. Et à partir de cela, on m'a dit, écoutez, vous avez beaucoup de talent, vous êtes génial, on veut vous sponsoriser. Car pour arriver aux États-Unis, pour avoir un travail, Oui, j'allais te demander il comment on faut fait. avoir un sponsor. Il n'y a pas 115 manières de pouvoir être ici dans les règles de l'art. Donc, ce sponsor, donc Frédéric Fécaille, ont payé 15 000 dollars pour m'avoir. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai décidé de quitter Paris pour venir vivre l'aventure américaine. Et le rêve Est-ce qu'ils américain. ils t'ont trouvé un appartement ou quelque chose comme ça Alors, ou ça, non. Ça a été ça a été à ma charge. Alors, le sponsor a consisté à, en fait, me financer la partie de tous les frais de papier, de documentation avec les avocats pour que je puisse obtenir mon visa d'artiste. Pour pouvoir obtenir mon visa d'artiste, j'ai dû prouver que j'avais des compétences extraordinaires. Alors, on m'a demandé, est-ce que vous avez des compétences extraordinaires? Êtes-vous une star dans votre pays? Non, mais je oui, coiffe parce des que je crois stars. qu'il faut avoir fait des concours ou des choses comme ça pour pouvoir Il faut être prouver. le meilleur des meilleurs. Soit avoir fait des concours, être une star dans son pays, être une star sur les réseaux sociaux, avoir des compétences extraordinaires, voilà, avoir des articles de presse. Et donc, étant donné que je coiffais à Paris Laurence Ferrari, Rosine Bachelot, le directeur de l'Express, beaucoup de grands noms, Oui, tous ces grands noms et toutes ces productions pour lesquelles j'ai travaillé,
comme Luc Besson, ils m'ont tous fait des lettres de recommandation. Les articles que j'ai fait pour Le Parisien, j'ai aussi fait pour Amina parce que je Est-ce que m'occupais. Luc Besson t'a fait une lettre de recommandation? Alors, pas Luc Besson, mais EuropaCorp, qui est sa production, sa boîte de Ok. production. Et Laurence Ferrari t'a fait une lettre de recommandation? Génial. Laurence Ferrari, Roselyne Bachelot, Laurence Saïm aussi. D'ailleurs, j'ai lu un de ses livres quand j'étais adolescente qui m'a beaucoup inspirée. C'est une journaliste française qui est très, très célèbre. Il faut savoir qu'elle a été l'une des personnes les plus closes, les plus près, la plus proche pardon, de Barack Obama quand il était président à la Maison-Blanche. Elle travaillait pour Canal+. Et en étant reporter depuis les États-Unis, elle est venue ici quand elle avait 20 ans et elle a écrit un livre sur son histoire aux États-Unis. Son livre m'a inspirée. Je me suis dit, waouh, toutes ces personnes qui ont quitté la France pour venir ici, pour un peu conquérir le rêve américain et réaliser des choses extraordinaires, moi aussi je le souhaite et je vais tout faire pour. Et donc toutes ces personnes m'ont inspirée et la beauté de tout ça, c'est que j'ai rencontré Laurence Saïm à Paris quand je travaillais pour Canal+. J'ai eu l'occasion de la coiffer, de la remercier pour son inspiration et elle m'a fait une lettre de recommandation pour mon visa d'artiste. Bon, génial. C'était un avec petit le peu... tampon de la Maison Blanche. Le tampon de la Maison Blanche. Attends, répète parce que ça... Le tampon de la Maison Blanche. Exactement. Étant donné qu'à cette époque, elle était journaliste, travaille en liaison pour Canal+, en liaison avec la Maison Blanche par rapport à Barack Obama qui était donc président à cette époque. Alors là, je vais juste te poser une petite question spéciale, Ève, parce que moi, je travaille à l'intuition. Je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est ma spécialité. Et donc, je note, j'écris un livre d'ailleurs sur les synchronicités dans la vie. Est-ce que tu as trouvé, je ne sais pas si tu connais les synchronicités, mais en gros, c'est quand tout se met en place après qu'on ait fourni un travail, que les choses se présentent d'une façon qui paraît comme ça, tomber un peu du ciel et toc, ça le fait, comme tu disais là, avec le tampon de la Maison Blanche. Qu'est-ce que tu peux avoir de mieux que tous ces gens-là qui écrivent pour toi, alors que c'est dû à tout un travail et que du coup, tu en récoltes les bénéfices après, mais c'est comme des clins d'œil du destin. Est-ce que tu crois, toi, aux synchronicités? Oui, tout à fait. Tout à fait, j'y crois. Et je pense que c'est ce qui arrive à un certain moment de cette carrière. Donc là, je vous parle à ce moment où j'ai 18 ans de métier. Après, je dirais, une dizaine d'années, on arrive à ce moment de satisfaction et de synchronicité de tous ces éléments qui amènent une certaine satisfaction personnelle et un bonheur et un accomplissement. C'est comme si, en fait, c'est comme si en te formant, pour moi, je le vois comme ça, c'est comme si tu avais constitué un puzzle un peu éparse et qu'à un moment donné, tac, les pièces, elles s'étaient imbriquées pour t'amener là où tu voulais, comme une destinée ou quelque chose, en tous les cas, que tu avais décidé, toi, depuis toute petite. Alors, est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est toi qui l'as écrit? En tous les cas, tu avais très envie de l'écrire. Donc, je trouve ça génial. Donc, c'est comme ça finalement que tu quittes Paris pour venir à New York directement ou alors tu à passes par Paris, une autre ville? À Paris? Oui, voilà, exactement. Paris, en fait, voilà, donc j'ai vécu à peu près une petite dizaine d'années à Paris. Après, donc cette carrière remplie, très remplie, hein, entre les studios, j'ai même été formatrice pour Vela. Je travaillais, il faut dire quelque chose, hein, je travaillais 6 à 6 jours sur 7. Hein. Je travaillais énormément. Oui, j'allais dire, ça représente des heures et des heures de travail. Il faut quand même bien que les gens le sachent, quoi, hein, ça tombe pas comme ça. Tout à fait. Et après, en fait, c'est donc ces heures de travail, cet investissement personnel et cette réalisation de tous ces rêves, la télé, le cinéma, la mode, je me suis dit, OK, nouveau challenge, on n'a qu'une vie, j'ai 28 ans, là maintenant, c'est le moment pour New York. Et donc, je suis venue comme touriste, j'ai décroché ce sponsor, j'ai prouvé donc à Frédéric Fécal que j'étais capable donc d'avoir ce visa d'artiste. J'ai fourni un dossier comme ça, donc une centaine de lettres et de documents prouvant ma capacité et mes compétences extraordinaires comme il le demandait. Hein. Vraiment. Okay. Et c'est Fécal, donc j'ai travaillé pour cette compagnie pendant 1 an. Ça a été une expérience très intéressante, mais aussi très dure, car une compagnie française à l'étranger est très différente de ce qu'on peut vivre ou ce qu'on peut connaître à Paris ou en France. Une quoi, tu as dit une compagnie, une entreprise, pardon. Ah, ok, une entreprise, oui. C'est très différent d'une entreprise française à l'étranger
a une note et une manière d'être différente de ce qu'on peut connaître à Paris ou en France. D'accord. Voilà. Dis-nous, qu'est-ce qui était dur pour toi? En termes de, par exemple, nous savons très bien qu'à la française, nous avons une éthique et une manière de faire les choses avec beaucoup, beaucoup de codes. On va dire qu'il n'y a pas autant de codes ici parce qu'une entreprise française est un petit peu américanisée. Donc, des manières de faire, des pratiques, une approche que nous avons à un niveau très, très élevé en France avec beaucoup de sophistication, si je peux dire, très sophistiqué. Je mélange un peu l'anglais et le français. Hein. Je vous avoue que ça fait Non, 4 mais ans. c'est pas grave, mais moi, je vais vouloir que tu ailles dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qui était dur? Eh bien, cette intégration dans cette entreprise qui est OK française, mais avec des nuances très américaines et donc très différentes. Ça veut dire que c'est une très grosse corporation, très, très grosse compagnie, Frédéric Fekkai, où il y a des managers, des assistants, des gens qui vous regardent, qui vous observent, qui écoutent vos conversations. Vous n'avez pas une confidentialité avec vos clients de la même manière que ce que j'ai pu vivre à Paris. Aussi, il faut savoir que New York est une ville où c'est très communautaire. Donc, les gens ne sont pas tous mélangés. Moi, j'ai connu la beauté à Paris dans un mélange d'ethnicité des plus totales, où on est tous ensemble. Ah, tu veux dire que, par exemple, les Noirs vont chez les Noirs, les Blancs vont chez les Blancs. Ça, moi, j'ai travaillé à l'étranger aussi. Et c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Exactement. Et ça, c'est dommage. Et c'est quelque chose qui m'a déçue. C'est quelque chose qui m'a déçue et je n'ai pas eu envie de rester travailler pour Frédéric Fekkai pendant plus longtemps qu'1 an, car j'ai trouvé qu'il était suffisant pour moi comme expérience. J'avais appris le concept, compris comment ça fonctionnait, pris ce que j'avais à apprendre et là, nouveau challenge. Besoin d'un nouveau challenge. À New York, toujours. Et j'ai travaillé dans certains endroits où j'ai été manager de certains salons. Je me suis créé un challenge, manager une équipe d'Américains, coiffer, maquiller, gérer un salon. Ça a été très intéressant. Un petit salon dans le West Village, c'est un quartier downtown de Manhattan, dans le sud de Manhattan. Très vivant, très sympa, très belle expérience. Ok. Et après cette expérience qui malheureusement s'est arrêtée à cause de notre premier confinement, le salon a fermé ses portes, il n'a jamais réouvert. Je pense que la crise n'a pas pu, ce petit salon génial n'a pas pu rebondir. Et j'ai donc décroché une autre opportunité juste après cette crise sanitaire. Cette opportunité, donc j'ai été embauchée par cette compagnie anglaise. Donc, ce coiffeur Nick Arrojo, qui est aussi un coiffeur célèbre comme Frédéric Fekkai. C'est un coiffeur qui a commencé en studio et qui travaillait donc pour les studios télé à New York, coiffant des stars, et qui un jour s'est dit, OK, les studios c'est génial, mais moi je vais créer mon concept. C'est un génie, il a créé son concept, il a créé ses techniques, il a créé son école. Donc, il a une cosmétologie school avec des techniques qu'il a créées lui-même, ses propres produits. Les produits s'appellent Arrojo. Donc, je travaille pour cette compagnie où j'ai été embauchée en tant que professeur. Donc, je suis professeur d'école pour les Américains. Donc, c'est un très beau challenge dans ma carrière parce que je forme tout ce que j'ai appris en français il y a 18 ans en anglais. D'accord. Et je suis coloriste, car étant donné que c'est un salon de luxe et que dans le luxe à New York, on a des départements, donc département de styliste ou coloriste. Donc, il savait que je faisais tout, que je maîtrisais tout, mais il m'a dit, écoute, moi, j'ai besoin d'un coloriste, donc est-ce que ça te branche? OK, pas de problème. Étant donné qu'en dehors de cette compagnie pour laquelle je travaille, je fais toujours des photoshoots, je fais plein d'événements, j'ai travaillé pour les élections récemment en tant que coiffeuse, maquilleuse. J'utilise toujours mes ciseaux, donc je me suis dit pourquoi pas d'être coloriste pour lui et d'expérimenter tout ça. Et puis peut-être qu'ensuite, il te demandera de revenir à ton expérience de styliste pour la transmettre à nouveau. Il n'y a rien qui est figé, on le sait. Exactement. Et de toute façon, j'enseigne aux coiffeurs la coupe, j'enseigne la couleur, j'enseigne le coiffage, les permanentes, les défrisages, les chignons. Et j'en profite pour apprendre pour beaucoup leur enseigner les chignons français. Voilà, comme ça, je leur donne… Alexandre de Paris, à New York, ça doit être quelque chose. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, moi qui connais quand même beaucoup de gens, je sais qu'ils sont jamais bien coiffés et que c'est
tannée de trouver un bon coiffeur à New York, même en payant excessivement cher. C'est comme si les coiffeurs n'étaient pas formés. Tu me diras ce que tu en penses. Il faut que j'éclaircisse ce mystère. Pourquoi les coiffeurs ne sont pas formés aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, si tu veux, ils ont une formation qui est très différente de la nôtre. Voilà, comme je le partage avec toi, moi, j'ai fait 5 ans d'apprentissage. J'imagine que toi aussi, tu as fait beaucoup d'années d'apprentissage pour arriver au niveau que nous avons. La différence avec eux, c'est qu'ils n'ont pas l'opportunité d'apprendre de cette manière. Ils doivent choisir une école, payer une école. Donc là, par exemple, l'école où j'enseigne et où les élèves viennent, c'est une école qui a la meilleure réputation de tous les États-Unis, qui est aussi la plus chère. On est sur un coût de 20 000 € l'année. C'est 7 mois de formation. Donc, ils apprennent la coiffure en 7 mois. Pour avoir une cosmétologie license, donc une licence de cosmétologie, c'est tout. Donc, en 7 mois, ils doivent tout apprendre, tout en sachant qu'ils ont des modèles où ils vont vraiment pratiquer sur des personnes qu'au bout du 3e, 4e mois. Donc, en fait, Ah on a oui, une d'accord. expérience sur modèle qui est quand même très limitée. C'est pour cela qu'ils ont malheureusement pas la même technique, la Pratique? même Oui. Oui. expertise. L'expertise est très différente, d'autant plus que donc, quand ils ont cette cosmétologie licence, ils se retrouvent à aller en salon de coiffure et à devenir assistants. Donc en fait, ils ne font que regarder pendant des mois ou des années avant de J'ai même pouvoir… entendu dire qu'il fallait commencer par faire les courses des clients, un genre au départ, pour ensuite, une fois que c'était OK avec ça, monter petit à petit de grade jusqu'à devenir coiffeur. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est vrai, Euh, c'est très très lent. Il y a un process ici qui est très très lent. Les lois aussi sont différentes. Tant que tu n'as pas une cosmétologie licence, tu ne peux pas toucher les cheveux, tu ne peux pas toucher une cliente. Donc le d'accord. système est différent d'une autre que nous apprenons directement sur des personnes tout en passant nos diplômes et en continuant d'être certifiés. Et alors, Eux, il y a pas l'ubérisation des services là-bas, comme des gens qui iraient à domicile sans avoir passé tous ces diplômes-là. non. Les Non, licences, ça ne rigole pas. Aux États-Unis, si vous n'avez pas la licence, une licence spécifique pour être coiffeur ou la licence pour être esthéticien ou pour faire les ongles, vous ne pouvez pas travailler. Et vraiment, alors j'ai une question parce qu'on m'a dit qu'il fallait repasser ces diplômes, même en venant de France. Est-ce que ça, c'est alors, vrai ou pas? tout dépend de votre expérience. C'est-à-dire que, par exemple, moi, avec toutes mes années d'expérience, ce qu'il s'est passé pour moi quand Frédéric Fekkai m'ont sponsorisé, je suis arrivée à New York. Pour pouvoir avoir ma cosmétologie license, je n'ai juste dû prouver tous mes diplômes français et toute mon expérience par le biais de lettres de recommandation et de lettres qui certifiaient le fait d'avoir plus de 5 ans d'expérience. D'accord, Donc voilà, mais tout dépend, les accords sont différents pour tous les pays. Donc il y a des pays européens où les accords, j'ai une élève actuellement qui vient d'Autriche. Eh bien, elle a dû retourner à l'école car son diplôme autrichien n'était pas reconnu aux États-Unis. Donc, d'accord, ils ne reconnaissent pas les diplômes de tous les pays. Tout dépend du niveau que nous avons et les diplômes que nous avons et des pays d'où nous venons. Et la France, étant donné que nous avons un savoir-faire à un très très haut niveau, c'est pour cela que nos diplômes sont reconnus et si on a un certain nombre d'années d'expérience, ils nous donnent le diplôme américain. d'accord. Et alors, je vais avoir une autre question. La coloration végétale aux États-Unis, où est-ce qu'on en est? Ouh là 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 là, on en est très très loin, hein. Le naturel, l'organique prend beaucoup de temps à arriver. Et puis la demande, il faut savoir que la demande est très différente. Ne serait-ce que moi, en tant que Française et Européenne, quand j'ai une cliente dans ma chaise, si je vois qu'elle est américaine ou européenne ou peu importe, je demande toujours, vous voulez de coiffer à l'américaine ou à l'européenne? Parce qu'on a vraiment une manière différente de coiffer, une approche différente. Alors, OK. si je peux expliquer un peu la différence, Oui, je veux bien. alors, l'européenne, ça va être de créer quelque chose de très naturel, très subtil, en termes de couleur, en termes de coupe, en termes de coiffure. À l'américaine, ça va être de créer des looks très, très forts. Donc, en termes de couleur, on veut des looks qui soient beaucoup plus marqués, des couleurs plus fortes, des coupes plus dures et des coiffures et des coiffages très, très volumineux, très exagérés. C'est On aime Dallas, en fait. voilà, on aime le plus, 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 plus. Donc, il y a tout type de beauté, tout type de demande ici. Mais donc, je pense que
les gens répondent aux deux. On va dire que c'est 50-50, ça dépend de la clientèle. Ok. Mais pour venir à ta question sur le végétal, on en est très, très loin. Pourquoi? Parce que l'américaine, malheureusement, n'a pas encore, on n'est pas encore arrivé à ce point d'approuver les produits organiques ou le naturel comme quelque chose qui sera bien dans la durée. D'accord. C'est-à-dire que pour eux, c'est éphémère, ça ne resterait pas, serait pas assez en fait. Et même les Ok. compagnies, la plupart des salons, il y a très très peu d'endroits qui utilisent des marques végétales ou même des couleurs à base de… Après, c'est vrai que les services étant tellement chers, je Oui, comprends qu'il faille qu'ils durent dans le temps. voilà. Il y a Hein? aussi ce paramètre très important. Et Ok. par rapport à ce point très important que tu amènes, je tiens à préciser que les prix sont très différents. C'est-à-dire que, Est-ce par que tu exemple, peux nous donner ouais, voilà, des ordres qu'on soit dans oui, le concret? Vas-y, en homme, je sais que c'est 80 euros, je crois, en passant chez un coiffeur à peu près normal sur New York. oui, Enfin, voilà, tu une vas nous coupe dire. pomme. C'est-à-dire qu'en fait, alors la coupe pomme, très bon exemple. On peut aller dans un barbershop, dans un salon de quartier spécialisé pour les hommes. Vous pouvez payer la coupe 10 $. Mais votre coupe, elle va être faite qu'à la tondeuse. Et c'est une coupe qui va être en un quart d'heure, très express. Si vous voulez une D'accord. coupe dans un vrai salon de coiffure, où vous allez avoir un service de A à Z avec un shampoing, une consultation, et puis la coupe au ciseau, travaillée, il faut compter minimum entre 80 à 150 $. Ok, d'accord. Pour une coupe homme. Coupe pomme. Ok, Coupe pomme. d'accord. Donc, on n'imagine pas la coupe femme. Non, voilà, la coupe femme aussi, voilà, c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup Ok, plus cher. Il faut compter, une coupe femme, il faut compter, c'est un minimum entre 100 à 250 $. Voilà, tout dépend du salon, de la renommée du salon et tout dépend du level de la personne. Parce qu'ici aux États-Unis, ce qu'il se passe, c'est que quand vous travaillez pour une entreprise, ils vont estimer votre niveau. Et par rapport à votre niveau, donc est-ce que vous êtes niveau débutant, niveau 1, niveau 2, top, les tarifs ne ou vont pas être les mêmes? master? Voilà, les tarifs sont différents. C'est Donc, bien ça. Moi, je suis OK avec ça. c'est génial. Du coup, ça permet que notre expérience soit reconnue. Soit Par exemple, payé? toi et moi, tu as beaucoup d'expérience. Voilà, on est reconnu par rapport à notre savoir et notre expérience. Quelqu'un qui débute a un prix différent. La personne n'a pas la même expérience, n'a pas la même expertise non plus. Mais cela permet à tout le monde et tout type de personnes de pouvoir avoir accès à la beauté avec différents prix, dépendant de ce qu'ils désirent accomplir et où est-ce qu'ils vont. Par exemple, OK. moi, là où je travaille, les prix commencent en termes de coupe et de couleur. Les prix commencent à 80 et peuvent finir Finissent à pas. 1000 $. Voilà. Ne finissent pas. OK. Peuvent finir à 1000 $. À 1000 $. OK. Voilà. Bon, de toute façon, les Américains n'ont pas de complexe avec l'encaissement et l'argent, puisque c'est plutôt bien vu. À la limite, plus c'est cher, plus ça veut dire qu'on a eu les moyens de se le payer, et puis Oui, c'est bien vu. Donc, voilà. Et toi, donc, tu es à New York depuis combien de temps? 4 ans à New York officiellement. OK. Et donc, tu peux résider là-bas. Tu as ta carte verte, je ne sais pas comment on appelle ça. Exactement. Oui, Donc, OK. Donc, je suis arrivée avec mon visa d'artiste, donc avec mon sponsor, avec Frédéric Fécaille. Donc, où j'avais donc prouvé mes compétences extraordinaires, ils ont payé les frais, je suis arrivée ici. Et juste pour répondre à la question, en fait, un sponsor, quand une entreprise sponsorise, ça veut dire qu'ils prennent en charge tout le côté administratif, le côté compliqué pour pouvoir avoir de la documentation qui permet de travailler. Tout le reste, l'intendance, trouver un appartement, c'est personnel, c'est soit à c'est soi-même de toi, s'organiser. c'est toi qui l'as fait, d'accord. Moi, Voilà. j'espère qu'on va arriver à ça en France parce qu'on a tellement de mal à recruter que j'aimerais assez qu'on ait un système comme ça de sponsorisation pour faire venir des gens d'ailleurs qui ont envie d'être coiffeurs et qu'on trouve plus forcément, je parle de gens des pays de l'Est ou des choses comme ça, des gens qui ont besoin de travail alors que nous, bah, on a besoin de main-d'œuvre. Moi, Oui. j'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir comme ça des chemins, quitte à payer, mais un cursus, avoir un cursus plus facile, enfin connu en tous les cas de tous pour arriver à faire venir des gens comme ça d'ailleurs et que ce soit trié sur le volet. Hein,
et ça éviterait. C'est une idée géniale. Je trouve que c'est une idée géniale et je stresse, ne serait-ce que d'en parler, par exemple, je partage mon histoire avec mes élèves au quotidien pour les Oui. booster, leur donner l'envie de réaliser plein de choses et d'être ambitieux dans la vie et de voir plus loin que de ce qu'ils ne pensent. Et j'ai beaucoup d'élèves qui rêveraient de pouvoir travailler en France. Et je pense que ton idée de dire, voilà, si on pouvait mettre en place ça et d'avoir des gens qui viennent de différents endroits dans le monde avec une certaine passion et détermination, de pouvoir échanger nos savoirs, ça pouvait permettre. Moi, j'en ai la chair de poule, en fait. Donc, je pense que ça se fera, parce que ça veut dire que c'est une intuition quand j'ai ça. Mais parce qu'à un moment donné, on va être bloqué à pas échanger comme ça, à être que dans de la formation rapide, one shot, de venir en immersion dans un salon et de repartir. Oui, je pense qu'il y a plein d'Américains qui aimeraient vivre à Paris l'expérience inverse et c'est pas possible non plus. Donc, c'est quand même. Ouais, c'est quand même dommage que ce soit pas plus. Bon, avec tout ce qui se passe là, ça va être freiné un petit moment, mais après, peut-être que les frontières seront plus ouvertes d'une façon plus simple. En tous les cas, pour notre métier qui peut être exercé n'importe où dans le monde, moi, je trouverais ça sympa qu'on ait des passeports un petit peu, pas verts, hein, pas santé, mais des passeports artistiques pour pouvoir aller pratiquer Exact. là C'est où on a exactement envie. ça. Voilà. Et alors, du coup, C'est génial. on arrive à la fin de l'interview parce que ça fait un bon moment qu'on discute et je suis sûre que c'est passionnant et que ça va intéresser beaucoup de gens. Est-ce que tu as d'autres projets pour la suite? Est-ce que tu as déjà envie d'écrire autre chose ou est-ce que là, tu te stabilises un peu et ça va, tu es dans quelque chose qui te convient? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour demain? Euh, Alors, pour l'instant, je profite vraiment de cette vie new-yorkaise où je suis ravie de mon emploi, du coup, pour cette compagnie anglaise où je suis coloriste et où je suis professeure. À la fois aussi, en dehors de ça, je travaille aussi le dimanche avec les enfants, où je coupe les cheveux des enfants dans un concept spécialisé. Alors, nous avons, c'est un ami qui avait besoin de quelqu'un pour dépanner. Au final, je me retrouve à le faire tous les dimanches et j'adore. Donc, on a des concepts où on a des petits camions de pompiers, un petit taxi jaune de New York, hein, et puis un petit hélicoptère. On coiffe les enfants dans mais cette ce sont des enfants qui ont des besoins particuliers ou c'est juste un peu des salons comme Vert Tendre à un moment donné, tu sais, ces franchises où ils coiffaient que des enfants? C'est c'est quoi? ça, c'est un concept spécialisé pour les enfants, les enfants en général, mais des enfants, on a même des enfants handicapés, donc des enfants de tout horizon et de tout type de cheveux et qui ont besoin de se faire coiffer dans un cadre vraiment spécialisé pour les enfants. Donc j'adore, voilà, j'expérimente plein de choses à New York. Ça, Encore, les encore. photographies, toujours encore et encore. Les shootings photos avec un ami photographe qui s'appelle Jason Ricker, où on fait des projets régulièrement. Là, le dernier projet qu'on a fait, c'était pour une amie qui vient de créer sa marque de vêtements. Un autre projet qui était pour une publicité. Lifetime, c'était pour les vêtements de sport. Alors, on a fait des visuels qui étaient sur des grands buildings dans le Manhattan. Donc, je continue toujours d'avoir mon côté freelance, artistique, d'avoir un pied sur tout pour rester bon dans tout. Et Ok. expérimenter, voilà, euh, prendre les opportunités qu'il y a. Et pour l'instant, je m'éclate à New York, donc je suis bien ici. Mais il y aura forcément, je pense, une prochaine destination avec un prochain challenge d'ici peut-être quelques années à voir, car je suis toujours en renouvellement et en recherche d'un plus. Ah oui, je voulais terminer parce que tu m'as dit discrètement en début d'interview qu'on ne voyait pas du tout de la même façon le métier de coiffeur aux États-Unis qu'en France. Et je voulais que tu nous dises la différence parce que moi, c'est mon cœur. C'est pour ça que l'émission, elle existe. Est-ce que tu peux nous redire ce que tu m'avais dit en off par rapport à la vision des coiffeurs? Alors, vraiment, on est vraiment reconnus. Les gens ont beaucoup de reconnaissance et de respect pour nos métiers de coiffeur, de coiffeuse, de maquilleuse. Pour les Américains, on est considérés comme des artistes, comme des créateurs. Sans nous, les gens sont rien. Il y a vraiment, j'ai été époustouflée par des rencontres ou dans des événements de dire que j'étais coiffeuse, toujours avec l'appréhension de le dire, parce que en France, quand on dit ce genre de choses, on n'est pas bien reçu ou on est dénigré. Ah, tu sais juste couper les cheveux. Et ici, c'est tout de suite, waouh, quel métier extraordinaire. Vous faites de la magie tous les jours, vous rendez les gens heureux. Et la première fois, j'étais super surprise parce qu'en fait, ils ont une démarche qui est totalement différente, une appréciation qui est vraiment différente de la nôtre. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'il faut transmettre. Ben, Parce que c'est-à-dire comme les écoles coûtent un bras, on se dit pas que c'est un truc pas très abordable à celui qui loupe tout. On se dit que là, les gens ont mis le prix, hein.
Oui, pour apprendre ce métier-là. Donc, aussi, il y a ça, hein, cette valorisation des études. Du moment que les études ont un coût, nous, en France, c'est les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs. Et aux États-Unis, comme c'est payant, très cher d'être tout est payant. coiffeur, et ben, du coup, c'est valorisé. OK. Tout est Ben, payant et tout est valorisé, exactement. On est très valorisé, on est très apprécié. Lucie, tu voulais également nous parler des tips, des pourboires. Exactement. Les pourboires qui sont quelque chose que nous, en France, malheureusement, ça s'est beaucoup perdu, hein, et c'est très rare maintenant d'avoir un pourboire. Ici, il faut savoir que ça fait partie de la culture et que chaque service que vous effectuez, vous recevez 20% du service que vous avez effectué. Donc, une couleur, par exemple, un balayage, par exemple, au salon, quand je fais juste un balayage, la cliente paye 300 $, vous vous retrouvez avec minimum 60 à 80 $ de pourboire. C'est la reconnaissance de votre travail, votre temps et un plus, une appréciation pour le look que vous avez créé et puis la prochaine que vous allez faire par la suite. C'est Donc, quand même toujours la quelque chose, valorisation encore. une seconde valorisation, c'est ça. Ouais. C'est quand Que même de un plus valorisation. énorme. Que de valorisation et que nous avons besoin dans nos métiers qui ne sont pas évidents. On est quand même Oui. debout toute la journée. On n'a pas, voilà, on n'a pas forcément le temps de manger. Souvent, on a beaucoup, beaucoup de monde et puis on doit mettre tout le monde Souriant, sur scène, tout va bien, toujours happy face. Hein? toujours voilà, au top, avec Ouais. une bonne énergie, parce qu'on transmet les énergies aussi. Il ne faut pas oublier cela, c'est très important. Mais donc, ce plus des pourboires, ça quand même permet aussi de réaliser d'autres projets. Moi, là, je viens de commander mon nouveau sèche-cheveux Velecta Paramount avec un distributeur américain. Donc, c'est une marque française, Velecta, et grâce à mes pourboires. Donc, Génial. Donc, tu es équipé par tes clients presque. Ils te sponsorisent à exactement, nouveau. Ouais. exactement, c'est une Moi, manière d'être sponsorisé. je trouve ça génial. Et je voulais te dire que j'ai un concept que j'aimerais sortir un jour, c'est je calcule le taux vibratoire de mes clients pour savoir si je dois les remonter ou si c'est OK quand je les coiffe. Donc, quand tu parlais d'énergie, bon, après, là, on est dans une dimension un peu spirituelle, je me suis un peu évadée, mais c'était juste pour parler de l'énergie dont tu parlais. Effectivement, parfois, on coiffe des gens qui sont tellement euh, bas que c'est à nous de leur redonner le sourire, à nous ça fait aussi partie du métier et c'est parfois fatigant. Voilà. Tout à fait. Donc, je C'est crois pour ça qu'on qu'on a doit fait un toujours large être au tour. top. Hein. Pardon? On doit toujours être au top. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas facile. Voilà. Bien, écoute, moi, je trouve super en tous les cas tout ce que tu nous as donné comme clé pour quelqu'un qui voudrait déjà être coiffeuse studio, voilà, déjà ça. Ensuite, bouger, travailler avec notre métier à l'étranger parce qu'il y a pas mal d'infos entre les sponsors, entre tout ce qu'il faut présenter comme papier, comme savoir-faire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut travailler dur, dur, dur en France avant d'imaginer pouvoir aller s'exporter ou s'expatrier aux États-Unis. Donc, le rêve américain, oui, mais il faut sacrément travailler pour le réaliser. Donc, c'était très les pieds sur terre et à la fois la tête dans les étoiles parce que on a bien vu que tu vas pas t'arrêter, que tu vas continuer. Peut-être qu'un jour, tu voudras développer ta marque ou ton concept et que c'est pour ça que tu fais un peu le tour là. On Tout à fait. verra. Pourquoi En pas? tous les cas, est-ce que tes parents sont contents de ce chemin que tu fais là en ce moment? Est-ce qu'ils sont moins inquiets du coup? Alors oui, pour le coup, je leur ai prouvé que j'étais vraiment capable, hein, et que j'avais les pieds sur terre. Ce n'était pas juste du rêve, bien que le rêve nous aide à réaliser nos projets. Et ils sont très fiers et très contents. Et je tiens à citer cette citation de Oscar Wilde, comme il faut toujours viser la lune, comme ça, même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Donc d'avoir plein, plein, plein de rêves nous permet d'en accomplir un maximum. Et je souhaite à tout le monde de réaliser le maximum de ce qui est possible et de tout Ok, faire. en tous les cas, moi, je voulais te remercier. Ça m'a permis ta rencontre dans une synchronicité parce qu'on se connaît vraiment pas et plus tard, je saurais même pas dire comment tu es arrivé là. Je pense que je me rappellerai même plus, mais je trouve que c'était joli d'avoir une coiffeuse connectée, pleine de connaissances et que tu permets de faire savoir que oui, voilà, c'est pas parce qu'on est blonde qu'on ne peut pas citer Oscar Wilde à la fin d'une interview. Et moi, j'ai adoré ce petit clin d'œil, donc forcément, je le souligne. Voilà, je te dis un grand merci, Lucie. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux Instagram à Lucie Letts, Letz.
c'est Oui, ça? oui. Voilà, on peut t'écrire là, on peut communiquer avec toi si on a envie. Et j'espère qu'on entendra parler de toi mondialement un jour. Merci Voilà. beaucoup. Et je tiens à En tout- ajouter, Eve, qu'on a un métier magnifique et que je souhaite à beaucoup de personnes d'intégrer nos métiers ou de continuer de se former et de ne pas oublier qu'on a un savoir-faire français qui est exceptionnel, qui est très, très recherché et demandé et de ne pas se limiter qu'à la France car nos potentiels sont aussi très demandés à l'étranger. Il y a vraiment ok. beaucoup à Donc, faire. apprendre l'anglais, en tous les cas. Apprendre l'anglais. Oui, oui, Voilà. oui. Ok. Eh ben, un grand, grand merci pour ce temps accordé depuis New York. Et je te dis à très bientôt sur les réseaux ou ailleurs, hein. Peut-être qu'un jour, je viendrai te rencontrer à New York quand on Avec pourra grand plaisir. revoyager. Voilà. Je te dis merci beaucoup et puis à très bientôt. Donc, sur YouTube, hein, sur la chaîne Eve on Air, tu t'y verras. Voilà. Génial. Un grand Merci. merci, Lucie. Merci, Bye. Eve. Bye Bye. bye.